Oui, il est le président de l'UPG. Il s'appelle Jack Bonimi. Il est notre invité ce matin, Monsieur le Président. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir encore une fois répondu à notre sollicitation. Merci à vous. Je suis aussi. revenu vous voir parce que la nouvelle est tombée. Les élections législatives n'auront pas lieu comme prévu le 28 décembre 2019, bien sûr. Ce n'était pas une surprise, hein? Ce n'était pas une surprise pour vous parce que vous l'aviez dit. Oui, bon, permettez-moi aussi, avant de parler du report, de m'incliner pieusement devant la mémoire des disparus lors des manifestations dernières et aussi exiger, en tant que membre du FNDC, la libération de ceux qui sont en prison. D'accord. Si l'État a accepté ordonner maintenant les manifestations, je crois que ça ne vaut pas la peine que des gens soient condamnés parce qu'ils ont choisi de manifester pour une cause bien définie. D'accord, peut-être qu'on en parlera juste après le premier sujet. FNDC, Voilà. vous savez, Maintenant, FNDC devient de plus en plus intéressant, vous savez. Bon, plus ou moins. Mais aujourd'hui, je crois que toute la Guinée se retrouve dans le FNDC, y compris l'UPG. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, on va en parler. Mais les élections législatives, ça ne vous a pas surpris ce report? Bon, en fait, il n'y a pas eu de report. Quand on parle de report, moi, je suis surpris parce que la CENI a fait une proposition au président de la République. Proposition qui n'a pas retenu l'attention du président, donc il n'a pas pris le décret de convocation et de fixation de la date. Parce que c'est vrai que la CENI fait une proposition de date au président, mais si le président se rend compte que cette date ne peut pas tenir, il n'est pas obligé de convoquer les électeurs pour tenir ces élections. Donc, de votre point de vue, il n'y a jamais eu de date? Pour moi, il n'y a pas eu de date, donc il n'y a pas eu de report. D'accord. Ce n'était pas important pour nous que la francophonie vienne bluffer pour dire qu'elle fait une conférence de presse pour expliquer les raisons du report. Ce n'est pas à la francophonie. Justement, nous, on a envie de comprendre cet aspect. Mais on va finir avec cette première partie. Donc, à quoi aurait servi cette proposition de date de la CENI alors? Bon, en fait, la loi dit que la CENI fait une proposition au président de la République et le président de la République, à son tour, quand il est sûr de la date, convoque. Moi, je me rappelle d'un report en République de Guinée quand nous étions à la CENI, parce que le président avait déjà pris le décret au temps de l'ONCENI pour fixer la date des élections et convoquer les électeurs. Et ça avait été reporté. Et depuis cette époque-là, le président demande toujours est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient? Avant qu'il ne prenne le décret, il se rassure que la date qui est proposée tient avant de prendre le décret. Donc cette fois-ci, il n'y a pas eu de décret. La proposition est restée à l'état de proposition. On ne peut pas parler d'un report et que ça soit une perturbation au niveau des... Vous êtes un ancien membre de la CENI. Vous êtes même un doyen ancien membre de la CENI. Est-ce que ce genre de conditions, ce genre de situation fragilise le président de la CENI notamment? Bon, pas le président forcément, mais l'institution CENI, ça fragilise l'organe de gestion des élections. Ça dénote un manque de sérieux au niveau de la CENI? Non, bon, pas un manque de sérieux. En fait, des contradictions internes que la CENI a connues même par rapport à cette proposition, parce que ça n'avait pas fait l'unanimité au sein des commissaires. Il y a déjà 7 commissaires qui s'étaient opposés. Je crois que c'est important de parler unanimement d'une même voix au niveau de la CENI pour ne pas que de telles situations arrivent. Et nous, au dernier moment, nous avons bénéficié de cette unanimité parce qu'on prenait des décisions consensuelles. C'est ce qui nous a permis d'organiser les élections locales. Mais la CENI avait été prévenue par des observateurs, prévenue par des acteurs politiques, prévenue par des acteurs de la société civile, prévenue par vous-même que la date fixée ne pourra pas aboutir. Vous Effectivement, j'avais fait une interview avant même que le président ne fasse cette proposition. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a obligé à le faire, mais cette date à l'avance déjà, c'était une date qui ne tenait pas. C'est pourquoi je parlais de président de la CENI, parce que vous voyez... Aujourd'hui, les opposants, d'autres opposants... Oui, le président est entièrement responsable en tant que président de l'institution, mais il était avec un groupe de commissaires qui a aussi validé cette proposition. Mais lui, président, est-ce qu'aujourd'hui, il est fragilisé? C'est l'institution pour moi qui est fragilisée. Le président peut revenir
sur ses pas et ne pas se laisser entraîner par des décisions qui vont le fragiliser. Aujourd'hui, il y a des opposants qui demandent que le président soit remplacé. Oui, je l'ai appris. Est-ce que vous faites... Ah, donc vous ne faites pas partie de ce groupe d'opposants? De ce groupe? Non, j'ai suivi sur le net que le président Selou et le président Sidia demandent sa démission. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je l'ai dit hier lors d'une émission sur une radio de la place, la CENI est fragilisée par son manque d'autonomie. Pas son indépendance, mais son manque d'autonomie. Parce que ce manque d'autonomie fait que la CENI est soumise à des conditions financières qui ne sont pas respectées par le gouvernement, par l'État. Parce que ces élections dont on parle aujourd'hui auraient eu lieu en 2018 pendant que nous étions là. Juste après les élections communales, on devait aller aux élections législatives. Mais malheureusement, le financement n'a pas été débloqué par le gouvernement. Ils sont restés à traîner. Et aujourd'hui, on est face à un dilemme parce qu'on tombe dans 2020 sans que ces élections législatives ne soient tenues. On ne les a pas tenues en 2018 ni en 2019 parce que la date du 28 décembre ne peut plus être tenue ni par la CENI ni par les acteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Selou et Sidia que le président de la CENI doit être remplacé en tant qu'opposant? Non, moi je ne suis pas à ce niveau parce que c'est vrai que le président de la CENI incarne l'institution CENI, mais il est soumis à des contraintes. Donc le président n'est pas le problème. Pour moi, le président n'est pas le problème. Le problème, c'est le gouvernement et le chef de l'État qui... Les finances, justement. Parce que le président de la République a demandé à ce qu'on parte aux élections avant la fin d'année. Oui, mais, et moi, le président... Même partant de là, on ne peut pas pardonner au président de l'institution. Oui, c'est là où sa responsabilité est engagée. Parce qu'il s'est précipité, on a l'impression qu'il fait exprès d'être à la solde. Il peut revenir sur sa décision et essayer d'être en phase avec les acteurs politiques. Il n'a pas été courageux. Monsieur le Président, on peut même le condamner pour complicité. Dès que le président dit qu'il faudrait qu'il y ait des élections avant la fin de l'année, lui, il s'est précipité à dire on peut le faire à 2 jours avant la fin de l'année. C'est une erreur de sa part et une faute lourde. Il doit payer cette erreur, non? Donc il doit être remplacé. Bon, est-ce que ça vaut le coup de le remplacer? S'il revient sur ses raisons, moi, je dois le rencontrer pour lui parler parce que ce n'est pas normal que de telles choses arrivent. Le président incarne l'institution. Il ne faut pas qu'il soit en déphasage avec les acteurs politiques et même avec certains membres de la CENI. Il doit être en harmonie avec les membres de la CENI parce que quand on parle de CENI, ce n'est pas le président seulement. Il est mis là pour valider les décisions de la plénière, pas pour valider ses propres décisions et les imposer à tous les autres. Non, un président n'exécute, c'est un simple exécutant en fait. D'accord. Mais en Guinée, on prend le président comme étant le chef de l'institution, comme le responsable suprême. Non. Non, après tout, il est là pour exécuter les décisions de la plénière. Le président de la CENI était tout puissant, surtout à un moment donné. On pense par exemple au temps de Lunseni Camara, même avant Lunseni Camara, le président de l'institution avait beaucoup de pouvoir. Pourquoi on a amené Lunseni à démissionner? C'est parce qu'il n'était pas plus fort que les autres. Non. En fait, le président, pour qu'il soit fort, il doit se baser sur les autres membres de la CENI. D'accord. Nous avons réussi à organiser les élections locales parce qu'on était en harmonie avec tous les commissaires. C'était des décisions collégiales qui se prenaient en plénière et que le président exécutait. Il n'est pas allé. Ça m'étonne quand même qu'il soit en déphasage avec les autres commissaires. Ce n'est pas bon pour lui ni pour l'institution CENI. Les finances. Est-ce qu'aujourd'hui, les finances constituent un moyen de contrôle du gouvernement sur la CENI? Forcément. Il le fait exprès, donc, le gouvernement? Le gouvernement le fait exprès parce qu'au moment où la CENI avait fait sa retraite de Kindia, au sortir de cette retraite, si on avait mis les moyens à la disposition de la CENI, on ne serait pas face à cette situation. On aurait eu les 235 jours exécutés avant la fin de l'année. Mais malheureusement, les moyens n'ont pas été mis à la disposition de la CENI. Et aujourd'hui, on suppose qu'on n'est pas dans 2019 et on demande à la CENI d'aller aux élections avant la fin de l'année. Avec quels moyens et avec quelles possibilités, avec quels moyens techniques la CENI va aller à ces élections? Je crois que le gouvernement utilise
les contraintes financières pour soumettre la CENI à son désirata. Ce qui veut dire aujourd'hui que la CENI, même par la configuration qui existe, la CENI n'est pas indépendante. Non, la CENI est indépendante. Son Monsieur indépendance est compromise par les moyens financiers qui ne sont pas mis à sa disposition. Moi, je tiens à ça. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est l'indépendance qui est compromise. C'est l'indépendance qui est compromise. Le système est créé de sorte que tout le monde crie que la CENI elle est indépendante, mais au fond, elle ne l'est pas. Oui, elle ne l'est pas à cause du fait qu'elle est liée par ses moyens financiers. Quelle solution? La solution, c'est de mettre une CENI en place, la rendre autonome, pour faciliter son indépendance. Il faut que le gouvernement s'exécute. La première loi de la CENI que nous avons écrite lors du comité paritaire en 2006 disait que les moyens doivent être dégagés et mis entièrement à la disposition de la CENI. Mais et rien au fur et à mesure que le gouvernement voulait mettre sa main sur la CENI, ils ont fait disparaître cet article-là dans la loi qui donne le fonctionnement de la CENI. Moi, je crois que ce n'est pas normal. Cet article doit revenir pour que le gouvernement, dès que la loi est votée, que le budget de la CENI est voté par l'Assemblée, que ces moyens soient mis entièrement à la disposition de la CENI. C'est vrai que, naturellement, l'Assemblée doit prendre des dispositions pour ne pas qu'on mette les moyens à la disposition où on parlera de surfacturation et ainsi de suite, parce que l'Assemblée doit étudier ce budget, mais dès qu'il est voté, il doit être mis entièrement à la disposition de la CENI pour la rendre autonome et pour qu'elle s'affirme dans son indépendance. Parce que c'est par les moyens qu'on tient aujourd'hui la CENI. Vous savez, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que par moment, on a l'impression que de par une seule phrase, le gouvernement peut avoir raison sur la CENI à tout moment. Ah oui, aujourd'hui, le gouvernement a raison sur la CENI. Même pas aujourd'hui. Et le gouvernement et le président, ils ont entièrement raison sur la CENI parce que ils ont pu modifier la décision de la CENI. Mais même au-delà de cela, en fait, la CENI pourrait demander de l'argent, même si la loi oblige... La CENI a toujours demandé, mais elle n'a pas eu à... Mais le gouvernement pourrait dire, je n'ai pas d'argent. Pour le moment. Et le gouvernement, rien ne pourra contraindre le gouvernement à trouver de l'argent. Non. À partir du moment où le budget est voté, le gouvernement est obligé... Mais si le budget est voté, il va falloir mobiliser les fonds. Mais alors, pourquoi ils ne mobilisent pas? Dans ce cas, ils n'ont qu'à démissionner. Ah non, attendez. Ah non, dans ce cas, le gouvernement... Oui, parce qu'il y a des choses simples. Il se peut que l'argent n'existe pas tout de suite. Aujourd'hui, le gouvernement a des difficultés parce qu'on a reporté ces élections-là depuis 2018. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu organiser, on tombe dans 2020 et on va être dans les contraintes de l'organisation de 2 élections en 2020, les législatives et la présidentielle, où le gouvernement va prendre l'argent. Alors justement, pour que vous me tendez la perche, on va aller sur ce sujet. Maintenant, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas eu d'élection. Nous savons maintenant qu'il n'y aura pas d'élection en 2019. Il n'y aura pas d'élection. Et par conséquent, il va y avoir 2 élections prévues, 2 élections majeures. 2 élections nationales en 2020. Quelles conséquences? Bon, les conséquences sont énormes. C'est qu'on ne pourra pas financièrement organiser les élections, 2 élections la même année. On va penser coupler les 2 élections en fin 2020. On aura une assemblée périmée qui va continuer à voter des lois périmées. Et est-ce qu'on pourra même les organiser en fin 2020, on va tomber dans un glissement. Finalement, le mandat des députés qui va continuer à s'allonger dans le temps et le mandat du président qui va glisser et la Guinée va tomber dans une situation ingérable. Attendez, si je comprends bien, in fine, il se peut qu'il n'y ait pas d'élection en 2020. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à organiser les élections à temps. On laisse le temps passer. On tombe dans un glissement et on ne maîtrise plus les élections. Parce que 2020, avec 2 élections, est-ce qu'on va les maîtriser? C'est une inquiétude pour moi. Non, vous savez, c'est particulièrement important lorsque ça vient de vous, vous qui avez passé plus de 10 ans à la CENI, donc vous qui connaissez le processus électoral, vous qui êtes un expert électoral, si vous dites par exemple qu'en 2020, on aura plein de difficultés à organiser 2 élections nationales dans la même année et que vous laissez entrevoir un probable glissement des mandats, c'est assez grave. Oui, mais est-ce qu'on va dire, comme on l'a dit en 2013, parce qu'on devait aller
aux élections locales, on a glissé pour tomber dans les élections législatives parce qu'on n'a pas respecté le délai des élections législatives en 2011. La présidentielle. La présidentielle aux élections locales. Et malheureusement, juste après l'élection présidentielle, on n'a pas organisé les élections locales. On a fait 3 ans encore pour les organiser en 2018. Donc l'organisation de la présidentielle en fin 2020 est une obligation pour le président qui n'aime pas que son mandat glisse. Non, mais malheureusement, ça veut dire, ça dépend de la volonté les du président. législatives doivent arriver avant la présidentielle. Avant la présidentielle. Donc oui. l'organisation de la présidentielle doit dépendre de la volonté du président en 2020. Non, pas de la volonté du président non, seulement. Quand pas de la volonté du président seulement, de tous les acteurs, parce qu'on ne voudra pas qu'il y ait glissement. S'il veut que son mandat glisse en 2020, ça va glisser. Si déjà les acteurs politiques même ont accepté le glissement des législatives, jusqu'à accepter de continuer à siéger à l'Assemblée, alors que le mandat des députés est fini, peut-être ils vont continuer à accepter le glissement des législatives parce qu'ils donnent plus de priorité à la présidentielle, alors que toutes les élections, en principe, se valent. Se valent, surtout quand c'est des élections nationales. Est-ce oui. que ça veut dire qu'aujourd'hui... Non, qu'elles soient locales ou nationales, les élections se valent. D'accord. Le président de la République, oui. le président de la République, en 2020, s'il souhaite politiquement que son mandat glisse, donc il est en bonne position pour que son mandat glisse. Il a les arguments pour ça. Mais la configuration fait qu'il a... C'est un grand risque pour le président d'accepter que son mandat glisse. Est-ce qu'il y a des risques d'une nouvelle transition à partir de 2020? Oui, mais si le mandat glisse, si les deux mandats glissent, impérativement, donc, il doit y avoir des élections en 2020, les deux élections. Je pense que le président n'acceptera pas que son mandat glisse parce que ce n'est pas bien ni pour lui ni pour le pays. Mais est-ce qu'on peut organiser la présidentielle avant les législatives? Ce qui n'est pas bon. On l'a fait plusieurs fois, mais ce n'est pas bon pour un pays. D'accord. Mais c'est possible qu'il le fasse. La démocratie exige la régularité des élections. Pas le prolongement indéfini des mandats. Mais si ça, va dans l'avantage de vous, les politiques, vous n'hésiterez pas. Hein? Mais quel avantage? Aujourd'hui, on a des difficultés. Pourquoi les gens manifestent dans la rue? C'est parce qu'on est dans un glissement. Si vous dites ça, moi j'ai une autre interprétation de pourquoi les gens ils manifestent dans la rue, hein, surtout quand c'est vous les politiques. Non, pas forcément. Aujourd'hui, personne ne veut voir Alpha Condé parce que son mandat va finir. Et ça vous donne beaucoup plus de chances. Je crois que tous les acteurs politiques ont exigé que les élections législatives soient organisées. Mais le mal, c'est qu'on n'a pas achevé les élections locales. Donc c'est le représentant qui a annoncé l'impossibilité d'organiser les élections le 28 décembre. Oui, ça, je condamne ça fermement de la part et de la CENI et de la part de mon ami Kébé. En principe, l'OIF n'a pas vocation de prendre la place des institutions nationales. C'est la CENI qui a fait une proposition. Elle sait pourquoi elle a fait cette proposition à travers son président. S'il y a un report, si cette date ne tient pas, il revient au président de la CENI d'organiser une conférence de presse. Mais jusque-là, moi, j'ai appris cette matinée-là que l'OIF doit organiser une conférence de presse. Je ne pensais pas qu'elle allait parler de report. Mais à partir du 19 octobre, si le décret de convocation n'est pas passé, tous les Guinéens savaient que cette date ne tenait plus. Oui. Qu'est-ce que l'OIF a venu nous dire par rapport à cette date qui est déjà connue de tous les Guinéens qu'elle ne tenait pas pour nous dire que cette date ne tient pas et voilà les raisons. Voilà. Non. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'OIF a outrepassé ses responsabilités, ses attributions en Guinée? Elle n'a pas le droit de... C'est la faute à la CENI, non? Non, pas la faute. Si aujourd'hui l'OIF... Mais l'OIF même devait le savoir. L'OIF vient en conseiller. L'OIF vient en conseiller technique. L'OIF devait dire à la CENI, non, la date est maintenant passée, allez-y expliquer. Mais ça a toujours été comme ça. Si ça laisse et de la part du PNUD et de la part des experts de l'OIF, on donne des conseils à la CENI pour dire maintenant que c'est fini, allez-y expliquer à la population. Mais l'OIF ne doit pas venir nous en expliquer les raisons. Il y a un truc que vous ne comprenez pas, Monsieur le Président. C'est comme si l'OIF venait sauver la CENI. Malheureusement, l'OIF a enfoncé la CENI. Non, l'OIF a plutôt enfoncé la CENI. C'est pourquoi j'ai dit hier dans mon interview que nous ne voulons pas retomber dans les travers de 2010 où l'OIF nous avait envoyé un expert qui a présidé la CENI. Plus jamais ça en Guinée. Nous avons beaucoup d'experts.
Nous avons beaucoup de cadres dans les élections. On n'aura pas besoin d'un expert étranger qui va encore venir gérer nos élections en Guinée. Non, il n'est pas question. Si l'OIF a cette intention, moi je crois que nous rejetons ça catégoriquement. Il ne revient plus. Quand vous dites nous, c'est qui? Les acteurs de l'opposition? Nous, les experts guinéens en élection, nous, les acteurs politiques, nous, les citoyens guinéens, on rejette ça. La Guinée ne va plus accepter un expert de l'OIF pour venir présider nos élections en Guinée. C'est même une déviation totale de la part... Et les autorités ont permis cela? Mais quelle autorité? Le gouvernement, par exemple. Non, pour moi, ce n'est pas le gouvernement. C'est la CENI qui a accepté d'être rabaissée par l'OIF. Ce qui veut dire que ces étudiants ont raison que Kébé soit viré de la CENI? Non, tout ça ne suffit pas pour qu'on vire Kébé. Kébé peut être amené à la raison. Je comprends que Kébé soit votre ami, mais il y a des fautes qu'on ne pardonne pas. Non. Kébé a fait une erreur. Moi, il a fait pas 2 erreurs de lui qu'on vient de citer là. Il a fait 2. Non, c'est vous qui dites 2. Citez les 2. Citez les 2 raisons. Moi, je crois que Kébé doit être approché et il faut qu'il accepte les conseils de ses amis. Et pourtant, Kébé, ce n'est pas un nouveau à la CENI. Hein? Non, ce n'est pas un nouveau. Mais on peut tomber dans des erreurs. Moi, je crois que Kébé doit encore se remettre en cause par rapport à ces décisions-là. Il ne revient pas à l'OIF de venir prendre la place de la CENI pour les décisions nationales. D'accord. L'OIF n'est qu'un conseiller de la CENI, n'est qu'un conseiller du gouvernement par rapport à ces questions électorales. Il n'y a pas d'experts à l'OIF plus que les experts guinéens que la Guinée connaît actuellement. Moi-même, je suis membre du réseau des compétences électorales francophones. Je suis expert du réseau de ces compétences électorales francophones. On n'a pas besoin de l'OIF pour venir annoncer les grandes décisions en Guinée. Très bien. Vous avez compris, M. Jacques Bonimi, on président de l'OIF n'a pas le droit de venir s'ingérer. Vous insistez là-dessus, donc ça vous a choqué? Je vais insister jusqu'à ce que l'OIF même comprenne qu'elle n'a pas vocation de venir s'ingérer dans nos décisions nationales. D'accord, l'OIF a compris. Voilà, merci beaucoup. Vous avez pris du retard, non? Pas forcément. Parce que en plus, votre positionnement, ça nous a étonnés, nous. L'UPG, c'est quand même le parti de Jean-Marie Doré. Effectivement. Jean-Marie Doré, le chantre du centrisme. Qui a été le pilier principal des forces vives. Du centrisme. C'est parce que nous avons compris que le FNDC représente aujourd'hui les forces vives. Attendez, Monsieur le Président, n'allez pas attendez, je vais finir. J'étais en train de dire que Jean-Marie Doré, qui était le chantre du centrisme en Guinée, alors ça nous a étonnés que vous partez au FNDC et non pas au CAR, au cercle des acteurs. C'est quoi le CAR? C'est ce que j'ai défini. Le CAR, le cercle des acteurs de la République. Bon, mais nous ne sommes pas. Et ils sont centristes parce qu'on considère que le FNDC est un peu plus radical. Bon, mais ça, c'est leur vision. Je crois que chaque parti est responsable de ses actes. Mais on a l'impression que vous-même, vous devenez, de par votre position radicale, ce qui n'était pas la vision de Jean-Marie Doré, qui prenait toujours position au centre. Je n'ai jamais été radical. Nous sommes centristes. Cela n'exclut pas qu'on soit à la convergence de l'opposition démocratique. Cela n'exclut pas qu'on soit au FNDC. La difficulté qu'on a au centre, c'est que... Non, mais sérieux, vous m'avez demandé c'est quoi le CAR, Monsieur le Président? Écoutez-moi bien, le centre n'est pas reconnu par la loi. Ça a été analysé au bureau politique de l'UPG. On ne peut pas continuer à être dans un centre qui n'existe pas dans nos lois. Non, on a encore l'esprit centriste. Mais aujourd'hui, il faut être soit à gauche ou à droite. Nous nous sommes placés là où nous devons être parce qu'on ne veut pas... Donc vous entrez dans le système. Quel système? Le système. Le système, Monsieur le Président, vous savez c'est quoi le système? Vous êtes centriste, vous ne voulez plus être centriste, vous êtes obligé de vous mettre d'un côté. Parce que... Cela n'exclut pas qu'on reconnaisse ce qui est bien fait par le pouvoir, mais aujourd'hui, nous pensons que les questions abordées par le pouvoir ne nous convainquent pas. C'est pourquoi on se place de l'autre côté et c'est normal. Et vous m'avez demandé c'est quoi le CAR? Sérieux, vous ne savez pas c'est quoi le CAR? Je ne sais pas. Ils ne vous ont pas consulté, personne n'est venu vous voir pour dire qu'on crée le cercle de main. Pour l'instant, non. Personne? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non, Monsieur le Président. Et puis vous me demandez c'est quoi le CAR? Parce que vous exigez à ce qu'on soit dans le CAR. Je n'exige pas ce que vous soyez dans le CAR. J'ai demandé parce que c'est étonnant. Aujourd'hui, votre insistance me prouve que nous devons être au CAR. On n'a pas jugé nécessaire. On vous attendait au CAR parce que eux, on pense qu'ils sont un tout petit peu au centre. On n'a jamais été entre les deux extrêmes, le CAR et au milieu. Le président sortant
avait déjà signé à la CODE, convergence de l'opposition démocratique, et nous pensions qu'il fallait repartir à la convergence de l'opposition démocratique. Il y a des membres de la CODE qui sont aussi membres de CAR. C'est vous, journalistes, qui créez des problèmes. On ne crée pas des problèmes, nous créons des éclaircissements. Le radicalisme, pour vous, est à l'UFDG. C'est ce que vous avez toujours souhaité. Nous nous sommes mis à la convergence de l'opposition démocratique. La convergence est aujourd'hui membre du FNDC. Donc vous voulez dire que même la société civile... Non, monsieur le Président, la convergence n'est pas membre de l'opposition. Non, je ne vais pas vous laisser passer parce que la convergence n'est pas membre du FNDC. Ah non, tous les leaders de la convergence de l'opposition démocratique se sont retrouvés. Non, pas tous. Ceux qui se sont retirés sont allés... Vous voyez, ceux qui se sont retirés à la convergence sont allés au CAR. Il y en a qui étaient à la convergence qui se retrouvent aujourd'hui au CAR. Donc la convergence est divisée. On vous attendait, vous aussi, peut-être au niveau de... Non, pas forcément. On a compris, vous ne serez pas là-bas. Aujourd'hui, vous êtes emporté par la dynamique de la vague, quoi. On vous comprend, il n'y a pas de problème. Non, pas emporté. Je pense que le raisonnement est clair. On pense que ce qui est aujourd'hui défendu par le pouvoir n'est pas ce qui doit être défendu. Le mandat est en train de finir et... Je ne sais pas à quel moment même on va aller à un référendum. On a des difficultés pour organiser les législatives. Est-ce qu'on va laisser les législatives pour parler d'un référendum qui va encore plus poser des problèmes que les législatives? Si on ajoute le référendum, c'est qu'on aura 3 élections en 2020. Oui, peut-être. Plus compliqué encore, ça ne fera qu'amener le glissement pour aller dans l'inconnu. C'est la fin de cette émission. Monsieur le Président, je suis obligé de clôturer. Mais comme d'habitude, vous avez encore 30 secondes pour regarder la caméra. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué. C'est le moment de la carte blanche. OK, merci beaucoup. Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée. Moi, j'ai plutôt une invite à lancer au Président de la République. Nous avons atteint une phase de l'évolution de notre pays où on a besoin de l'harmonie, de la paix et de la compréhension entre les Guinéens. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ne tient qu'à sa décision. Si, en tant que père de la nation, père de cette nation guinéenne, il ne révise pas sa position, on va tomber dans des situations ingérables. Ce n'est pas bien. Et pour le pouvoir, et pour l'opposition, et pour le FNDC, et pour toute la nation guinéenne. Parce que quand il y a des manifestations en Guinée, ça empêche tout le monde de vaquer à ses affaires et ce n'est pas bien pour le développement de notre pays. Je pense que le président de la République a la clé de cette porte. Il doit l'ouvrir pour que les Guinéens entrent paisiblement dans cette phase de la démocratie que nous avons commencée. Merci beaucoup. C'était la carte blanche de M. Jack Bonimi. Il est le président de l'UPG, expert électoral. J'aime bien ajouter cette phrase-là. Là-dessus, le président de la République, pas plus tard qu'hier, je pense, hier, avant-hier, il disait « Nous irons au référendum ». Une minorité ne peut pas imposer sa décision à la majorité du peuple. Quand vous écoutez ça, vous en rigolez ou ça vous désole? Non, mais j'ai déjà dit les difficultés que cela peut encore amener. Donc vous n'y croyez pas, c'est juste une déclaration politique? Non, référendum législatif présidentiel en 2020, ça va être trop compliqué pour une nation. Merci à toute l'équipe technique. À la réalisation et au montage, Alassane Diallo, nous on se retrouve dans un autre numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais.